Hello, everybody, and thank you very much for joining us today. We will get started in just a couple Bonjour of à minutes. tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer dans quelques minutes. Hello, and thanks for joining. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. My name is Rebecca Hubbard. Je m'appelle Rebecca Hubbard. Je suis directrice des programmes chez Outfish. Merci de nous avoir rejoints pour ce briefing de presse, décision louche et explications sur les limites de pêche entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour 2022. Nous allons commencer dans 1 minute. Okay, so on behalf of the organizing NGOs, I'd like to welcome you all. Au nom des ONG organisatrices de cette réunion, je voudrais vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous alors que je sais que nous sommes tous très occupés actuellement. Comme je l'ai dit, je m'appelle Rebecca Hubbard. Je suis directrice des programmes chez Our Fish, qui est une campagne européenne visant à mettre fin à la surpêche et à la reconstitution des écosystèmes des océans afin de lutter contre les crises climatiques et de biodiversité. L'interprétation est disponible en anglais, espagnol, français et allemand aujourd'hui. Aussi, pour écouter et parler dans votre langue de préférence, cliquez sur l'icône du globe au bas de votre écran et choisissez la langue que vous préférez. Le briefing de presse d'aujourd'hui sera enregistré et sera rendu public après l'événement dans toutes les langues. Ce briefing a été organisé par les organisations Our Fish, Oceana, Seas at Risk, Client Earth, BUND, Ecologistas en Acción, CNA, France Nature Environnement, Dutch Erasmus Branch Society et la Danish Society for Nature Conservation. Lors de notre briefing, nous allons fournir aux journalistes des informations de contexte très importantes sur les processus de fixation des limites de pêche entre l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège dans l'Atlantique du Nord-Est pour 2022. Nous allons vous donner des informations sur les populations halieutiques qui sont le plus à risque, les zones qui souffrent le plus, et nous allons vous suggérer des questions à poser aux ministres et à la communication lorsqu'ils feront leur rapport sur la fixation des limites de pêche. Pour vous donner un peu plus d'informations, si vous ne le savez pas, cela fait déjà de nombreuses années que l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont ignoré les recommandations des scientifiques, ignorer les preuves de rejet en mer illicite et ignorer également l'impact des méthodes de pêche non sélectives sur les écosystèmes des océans dans l'Atlantique du Nord-Est. Cela a eu de lourdes conséquences sur nos mers, sur la vie marine et sur la capacité de nos océans à atténuer les effets du changement climatique et à s'y adapter. Il y a eu de nombreux rapports, réunions et déclarations au niveau européen et international ces derniers temps, tous promettant de mettre fin à la guerre contre la nature. Tout récemment, lors de la COP26, des engagements plus ambitieux ont été pris afin de stimuler les actions climatiques pour les océans. Et les ministres européens, britanniques et norvégiens de la pêche doivent
et peuvent démontrer que leur prise de décision correspondent aux promesses prises par le gouvernement. Mettre fin à la surpêche, ce n'est pas un minimum, quand il s'agit d'océans et d'action climatique, c'est même immédiatement réalisable et cela offrera des bénéfices pour la biodiversité, la sécurité alimentaire et les communautés. Toute autre décision ferait preuve d'une vision à court terme. Nous aurons 3 présentations aujourd'hui de 7 minutes environ et ensuite nous vous donnerons la parole pour que vous posiez vos questions. La réunion durera 1 heure environ. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez les inscrire dans le chat ou vous pouvez attendre la séance questions-réponses et ensuite allumer votre caméra et lever votre main en appuyant sur le symbole de la main. Pour ceux d'entre vous qui sont avec nous, merci d'être là aujourd'hui. Nous avons l'interprétation en espagnol, français, allemand et anglais. Donc, s'il vous plaît, choisissez votre langue de préférence en cliquant sur le bouton en bas de votre écran. Alors, notre première oratrice est Irene Kingma de Client Earth, qui va nous parler du processus et des exigences permettant la fixation des limites de pêche. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Voilà, je vais passer maintenant en mode présentation. Commençons. Première question, quelle est la taille du gâteau et comment le partager équitablement? Donc, ça veut dire, quelle est la quantité de poissons dans la mer, combien de poissons pouvons-nous pêcher de manière durable et comment partager les stocks? Alors, comme je l'ai dit, tout passe par la collection de données. Puis ensuite, les scientifiques émettent des recommandations. Ensuite, il y a des négociations pour fixer les limites de pêche ou les TAC, les totaux admissibles de capture. Parfois, les TAC sont fixés à un niveau inférieur au TAC, mais très souvent, les limites de pêche sont fixées au maximum recommandé ou malheureusement, parfois, ils dépassent ces niveaux recommandés. Alors, comment partager ce gâteau? Il y a 2 approches principales. La première étant que nous avons un accord concernant le pourcentage des stocks qui vont à chaque partie. Et deuxième approche, il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire que les pays revendiquent une partie du gâteau qui, soi-disant, leur appartiennent, mais cela peut malheureusement parfois poser problème pour certains stocks halieutiques. Le premier des processus dont je voudrais parler, ce sont les processus qui concernent les stocks européens uniquement. Il y a 2 forums chaque année. Le premier est le Conseil d'octobre qui parle des 10 stocks de la mer Baltique. Ensuite, il y a le Conseil de décembre qui maintenant se concentre principalement sur certains stocks. Donc, vous voyez ici au bas de la présentation, donc il y en a à Kattegat, dans le golfe de Kasdon, etc. La majorité des stocks halieutiques qui autrefois étaient concernés par ces processus-là sont maintenant des stocks partagés entre l'UE et le Royaume-Uni. Alors, le processus commence par une proposition de la Commission sur ce que devraient être les limites de pêche. Ensuite, les États membres en parlent. Puis, le Conseil des ministres européens de la pêche se rencontre et se met d'accord sur les TAC pour l'année suivante. Pour vous parler de certains exemples, on peut se pencher sur les stocks de cabillaud de la mer Baltique orientale et occidentale qui sont actuellement qui ne s'en sortent pas très bien. Ensuite, il y a également les stocks de lieu jaune et les stocks pour lesquels très souvent les recommandations scientifiques sont ignorées. Deuxième processus concerne les stocks halieutiques partagés entre l'UE et le Royaume-Uni. Un nouveau type de stock étant donné le Brexit. La majorité de ces stocks autrefois étaient discutés au sein du Conseil de décembre. Alors, c'est maintenant des stocks qui sont gérés par le nouvel accord de commerce et de coopération conclu au début de cette année entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et c'est un nouveau processus international où la Commission négocie au nom de l'UE avec le Royaume-Uni.
Et cela se base sur un mandat qui lui est octroyé par le Conseil. Il y a plusieurs cycles de négociations. Le premier d'entre eux a eu lieu la semaine dernière. Et après, quelques semaines plus tard, un accord écrit est rédigé et qui fixe les TAC. Les pourcentages des stocks partagés entre l'UE et les États-Unis sont déjà stipulés dans l'accord du Brexit. Alors, pour vous parler de certains exemples, vous avez sans doute parlé du cabillaud de la mer Celtique ou de l'ouest de l'Écosse. Il y a également le merlan de la mer d'Irlande et les lançons. La situation du merlan est assez difficile. Il y a notamment beaucoup de prises accessoires des merlans. Et en ce qui concerne le lançon, c'est aussi un point de discussion très sensible entre l'UE et le Royaume-Uni. Le troisième processus inclut également la Norvège. Donc, c'est le même principe, mais il y a maintenant 3 parties. Ce sont des discussions trilatérales. Cela couvre 8 stocks et certains d'entre eux ne sont pas des stocks gérés de manière conjointe. Alors, pour vous donner des exemples que vous connaissez, il y a le cabillaud de la mer du Nord, Alors, je vais maintenant vous parler des États côtiers et des processus qui concernent les États côtiers. Donc, c'est-à-dire des stocks partagés avec d'autres pays tels que le Groenland, l'Islande, les îles Féroé, la Norvège et la Russie à un certain degré. On négocie comment les stocks sont répartis avec les pays tiers et la façon dont sont gérés les stocks de poissons d'eau profonde. Pour certains cas, il n'y a pas en fait d'accord de partage, ce qui signifie que les États fixent unilatéralement le pourcentage qui devrait leur revenir selon eux. Et cela concerne par exemple notamment le maquereau. Alors, une chose que ces négociations ont en commun, eh bien que cela implique une certaine boîte noire des négociations qui explique en fait pourquoi les limites de pêche sont toujours fixées en dehors de la loi, ou très souvent en tout cas. Il y a ici un problème réel de transparence et de responsabilisation. Comme nous les appelons, certaines décisions poisseuses, comme on pourrait dire, sont prises et il n'y a pas assez de prise de responsabilité pour ces décisions. Nous avons cependant vu des progrès ces dernières années, des ONG appuient également les efforts de l'Union européenne pour faire des progrès, mais nous avons encore du travail à faire. Nous devons par exemple savoir qui est responsable de quoi et nos actions pour le moment sont encore assez limitées en ce sens. Alors, il y a des législations nationales et internationales, notamment par exemple au sein de l'UE et du Royaume-Uni respectivement, mais il y a également des législations internationales dont il faut prendre compte. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je voudrais tout de même souligner certains principes essentiels. Premier principe est de suivre les recommandations scientifiques. Le deuxième principe est de mettre fin à la surpêche, donc se servir du rendement maximal durable afin d'établir la quantité maximale de poissons que l'on peut pêcher sans mettre en danger les stocks halieutiques à long terme. Ensuite, il faut également être plus prudent lorsque les informations à notre disposition sont limitées. Il faut adopter une approche préventive. Et ce qui, malheureusement, n'est actuellement pas encore vraiment le cas. Il faut également envisager les besoins et les impacts que nos pratiques peuvent avoir sur les écosystèmes, donc prendre en compte les prises accessoires, la chaîne alimentaire, donc c'est-à-dire par exemple le besoin pour les oiseaux marins de se nourrir, etc. Et également les impacts du changement climatique sur les stocks halieutiques. Nous avons 2 échéances à respecter. La première, malheureusement, a été déjà dépassée. C'était l'objectif de mettre fin à la surpêche d'ici à 2020. Néanmoins, cette échéance est toujours d'application, ce qui signifie que ce qui dépasse les recommandations actuellement est illégal. Deuxième échéance, c'est l'obtention d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour fixer les TAC d'ici au 10 décembre, si pas au 20 décembre. Et
Si nous ne parvenons pas à un accord, il faudra suivre les recommandations scientifiques. Cela m'amène à ma dernière diapositive. Et bien sûr, fixer les limites de pêche conformément aux recommandations scientifiques et à la droit, c'est la première étape, mais il y a toute une série de questions en suspens que l'on doit traiter pour nous assurer que les limites de pêche sont durables. Donc, nous devons nous attaquer aux rejets en mer illicites en assurant un contrôle et un suivi adéquat. Il faut faire attention aux prises accessoires des stocks halieutiques vulnérables et également avoir des arrangements de partage pour certains stocks, et il y a encore bien d'autres sujets dont il faut discuter. Mais faites attention quand vous entendez parler de limites de pêche durable, parce qu'il faut que nous joignions les actes à la parole. Merci beaucoup. Je vous rends la parole. Merci, merci Jenny, c'était parfait. C'était un très bel aperçu de de ce processus qui parfois est un peu difficile. Prochaine oratrice, Valeska Dimmel de BUND, qui va nous parler de l'état des stocks et des mers européennes. Il va parler de la surpêche. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Rebecca. Alors, je vais partager mon écran, si vous me le permettez. Super, merci. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Valeska et je suis responsable politique pêche chez Bund, une organisation allemande, membre de Seas at Risk. Au cours des quelques minutes à venir, je vais parler des stocks halieutiques en mer du Nord et dans l'Atlantique et vous présenter plus en détail la situation catastrophique de l'une des espèces halieutiques iconiques, le cabillaud de l'Atlantique. Alors, le processus, il y a deux valeurs importantes qu'il faut prendre en considération pour mettre un terme à la surpêche. Tout d'abord, la pression exercée par la pêche, le nombre de poissons, la quantité de poissons extraites de la mer. Si cette pression dépasse le rendement maximal durable, le RMD, ce dont Jenny vient de nous parler, alors le stock est considéré en surpêche. Deuxième valeur, la biomasse, pour évaluer si la taille du stock est saine et si elle est en mesure de se reproduire de manière suffisante. Si la biomasse du stock est en deçà du point de référence essentiel estimé par les scientifiques, nous estimons que ce stock est en dehors des limites biologiques de sécurité. Que constate-t-on? On constate ici la tendance publiée par le comité des pêches de l'UE et c'est issu du rapport de 2020. Parmi les stocks étudiés, la proportion de stocks en surpêche a diminué de 75% à 40% au cours des 10 dernières années. Cependant, en 2019, la proportion des stocks surexploités a légèrement augmenté. Donc c'est en bleu. La proportion des stocks en dehors des limites biologiques de sécurité, en jaune, suit la même tendance à la baisse, de 75% en 2003 à environ 30% en 2018. Ici, encore une fois, on peut constater une hausse considérable en 2019. Notons également, c'est important, qu'en 2019, seuls 40% de tous les stocks dans l'Atlantique du Nord-Est ne sont pas surexploités de manière et se retrouvent à l'intérieur des limites biologiques de sécurité de manière simultanée. Donc ça veut dire qu'il y en a 60% qui sont l'un ou l'autre. Allez, continuons, penchons-nous sur l'un de nos poissons les plus symboliques qui est en grand péril et qui l'est depuis quelque temps déjà, à savoir le cabillaud européen. L'évaluation scientifique des populations de cabillaud partout en Europe révèle que qu'ils sont pratiquement tous dans un état critique. Il faudrait une diminution considérable des captures le plus rapidement possible. Ici, nous savons que la pression que je viens d'évoquer, ce que l'on prend dans l'océan, et aussi la biomasse, le fret, pour savoir si ça peut véritablement se reproduire ou
pas. Malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Alors, en point d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de données pour analyser les données. Alors, nous voyons clairement que la situation pour tous les stocks est soit frappée de l'inconnu, soit très mauvaise. Alors, dans la mer d'Irlande, la population est au plus bas. La population dans la mer Celtique a été réduite de 88% depuis 1980. En mer du Nord, le cabillaud a vu sa population décliner de 68% depuis la fin des années 60. Et la population à l'ouest des côtes de l'Écosse a diminué de 94% depuis 1981. Tous les 6 populations ont des TAC scientifiques recommandés de 0 tonnes pour 2022 et les 3 subsistantes sont très petites. Donc on le voit à l'écran, 44 tonnes par exemple pour la mer d'Irlande. Et le TAC est de 4, donc ce n'est vraiment pas grand-chose non plus pour la partie plus septentrionale de la région. Alors, il y a la situation au Kattegat, où la situation n'est pas véritablement plus favorable. On a atteint un point bas en 2020. Le conseil est de 0 tonnes et toutes les pêches ciblées sont fermées. Dans la mer Baltique, les cibles de pêche décidées au Conseil d'octobre se sont également effondrées. Et désormais, tout est également fermé avec un TAC ténu pour les prises accessoires. Alors, cette mauvaise gestion du cabillaud prend de nouvelles dimensions quand on se penche sur les données des captures de 2020. C'est ce que voulait dire Jenny quand elle disait qu'il fallait veiller à ce que les TAC soient durables, pas uniquement sur papier, mais également dans l'eau. Ce graphique montre en effet les prises effectives dans la zone 4 en tonnes, et les données proviennent des conseils délivrés par l'ICES. Pour 2020, l'ICES a recommandé une prise maximale de 13 686 tonnes en verre. Mais les ministres des pêches ont déjà fixé des quotas plus élevés et dépassé de 8% ce conseil en bleu. Et comme si cela ne suffisait pas, et comme si l'illégalité ne suffisait pas, les prises accessoires dans les pêcheries plurispécifiques viennent s'ajouter, et donc les prises sont encore plus grandes. En outre, il y a eu des rejets illégaux en mer en orange. Quand on ajoute toutes ces couleurs, les captures réelles en 2020 étaient 34% supérieures au TAC officiel et 45% supérieures au conseil scientifique. Par conséquent, en dépit de la date butoir 2020 pour mettre un terme à la surpêche dans l'UE et l'état catastrophique des stocks de poissons dans l'Atlantique Nord, les progrès sont trop lents. En outre, l'Europe doit se pencher sur les impacts de la pêche dans tous les écosystèmes marins et doit reconnaître qu'il est important de limiter la portée des pêcheries si nous voulons restaurer les populations de poissons et maximiser la résilience. Pour 2022 et les négociations, nous demandons au ministre des pêcheries de mettre un terme à la surpêche et de fixer les TAC au niveau des conseils scientifiques ou en dessous, de prendre en considération les prises accessoires dans les pêcheries plurispécifiques et de fixer certains TAC en dessous des conseils maximum pour les espèces uniques pour protéger les stocks les plus faibles. Gardez à l'esprit que certaines espèces sont déjà touchées par la crise climatique et de prendre en considération un tampon climatique supplémentaire et de veiller à ce que les engins sélectifs soient obligatoires pour réduire les prises accessoires et renforcer le contrôle et la surveillance pour veiller à la conformité en matière d'obligation de débarquement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, c'était très intéressant. Très intéressant, Valeska. Alors, vous avez esquissé un tableau très clair, mais également consternant de la situation du cabillaud européen.
Alors, Javier Lopez d'Oceana va maintenant nous présenter l'avenir de la pêche en Europe, les enseignements tirés de la première année, de la première mouture de la fixation des TAC après Brexit, et il prendra également en considération les défis représentés par le changement climatique. Allez-y, Javier. Merci beaucoup, Rebecca. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Javier Lopez, je suis directeur campagne pêche pour Oceana Europe. Ma présentation va durer 10 minutes aujourd'hui. Elle va porter sur deux sujets. D'une part, je voudrais résumer les enseignements tirés pour la définition en 2021 des TAC dans l'Atlantique Nord-Est. Première adoption après le Brexit. Et d'autre part, je vais également tenter de vous livrer quelques réflexions sur les négociations en cours sur la définition des totaux admissibles de capture pour 2022. Alors, nous nous y attendions. Avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, un impact s'est fait ressentir sur la gestion des stocks de poissons et sur les limites de capture. Le Brexit a modifié l'équilibre de pouvoir à l'Atlantique du Nord-Est et a représenté des changements. C'est donc la possibilité d'enrayer, de sortir plutôt du statu quo pour le meilleur ou pour le pire. Alors, pour les enseignements plus précis, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, je dirais que les parties souhaitent coopérer, mais il y a une pression. Elles veulent sortir vainqueurs, elles veulent se faire percevoir comme les vainqueurs. Donc, les stocks partagés doivent requérir des mesures de gestion partagées. Et les parties, à l'heure actuelle, 30% pour l'Union européenne et 70% de la production de poissons du Royaume-Uni est envoyée vers l'Union européenne, et cela, dès lors, est favorable à la coopération entre les parties dans la région. Toutefois, il est évident que le Royaume-Uni doit se profiler comme un grand vainqueur du processus du Brexit. Les autres parties doivent démontrer que le Brexit n'a pas eu d'incidence négative sur leur flotte. Deuxième enseignement, les décisions sur les limites de capture sont mues par des facteurs non environnementaux. La science est toujours ignorée, comme Valeska nous l'a très bien expliqué. Alors, jusqu'à présent, les discussions sur la définition des limites de capture se sont concentrées sur des questions qui ne sont pas directement liées à la durabilité environnementale. La plupart des discussions portaient sur l'accès aux eaux, la clé de répartition pour des limites de capture pour les différentes parties, mais en réalité, lors de la mise en œuvre des accords, on parvient à un accord cadre et les parties rechignent à mettre en place les conseils scientifiques sur base d'évaluations limitées en données et lorsque cela implique de fortes restrictions pour les parties. Le processus est donc biaisé, tronqué et mu par des intérêts économiques à court terme et non par les considérations environnementales ou socio-économiques à long terme. La transparence dans le processus de prise de décision n'a pas été améliorée, comme Jenny l'a déjà souligné tout à l'heure. Donc, en dépit des demandes d'avoir accès aux informations et des demandes de participation publique à la prise de décision, les parties regiment toujours à rendre plus transparent le processus décisionnel. Par conséquent, dans le cadre des consultations, les consultations des parties pour les négociations ne sont pas rendues publiques et les comptes rendus des négociations ne sont pas non plus partagés avec les différents acteurs. Voilà qui complique la participation effective dans le processus de prise de décision, mais voilà qui rend également compliqué la redevabilité des parties après la prise de décision, puisqu'on ne sait pas qui a décidé de quoi. Ensuite, les pêcheries sont un sujet symbolique, mais
Jusqu'à présent, les litiges sur les pêches et autres n'ont pas d'incidence sur les décisions des limites de capture. Alors, l'activité de pêche a un poids économique considérable, relatif toutefois, mais c'est un sujet symbolique pour les parties. La pêche est un sujet politique et cela n'a pas toujours une incidence positive sur l'issue des négociations. Et en dépit de tout cela, les litiges sur les pêches ou non n'ont pas véritablement d'impact sur les décisions sur les limites de capture. À notre sens, cela s'explique par le fait que ces litiges surviennent à un niveau politique plus élevé. Et ces litiges n'ont dès lors pas d'impact sur les véritables décisions. Enfin, le dernier enseignement en date, c'est que la définition des limites de capture se fait en dehors de toute considération afférente au changement climatique. C'est complètement fou. Les mesures d'adaptation et d'atténuation liées à la définition de limites de capture sont complètement ignorées. Et donc, cela ne contribue pas à la lutte contre le changement climatique. Donc, d'une part, il manque des conseils scientifiques, tout simplement parce que les politiques n'en demandent pas. Et les décideurs ne souhaitent pas véritablement mettre en place cette approche. En effet, il serait très facile de réduire les limites de capture pour certains engins de pêche qui sont responsables d'énormément de CO2, comme le chalutage de fond qui dégage énormément de CO2 dans la colonne d'eau. Il pourrait également adopter des limites de capture plus faibles pour protéger les espèces vulnérables aux impacts du changement climatique. Cela représenterait un tampon climatique pour ces espèces pour qu'elles soient plus résilientes face à ces impacts du changement climatique, comme Valeska nous l'a déjà bien dit tout à l'heure. Alors, plusieurs conclusions. Il n'y a pas de preuve attestant du fait qu'après le Brexit, la fixation des limites de capture est devenue plus durable et que cela pourrait permettre de réduire la surpêche ou de mettre fin à la surpêche. Alors, qu'est-ce qui nous attend? La première chose que je vais vous montrer, eh bien, ce sont les échéances à suivre. Les négociations pour les stocks partagés et pour les limites de pêche sont déjà en cours et doivent se conclure le 10 décembre. Et il y a également des négociations en cours pour les stocks partagés entre l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège. Les parties se rencontrent presque chaque semaine. Et les négociations à ce sujet vont probablement durer quelques semaines, ce qui est bien moins de temps que ce qu'ont pris les négociations de 2021 qui ont duré environ 5 mois. Et la différence entre ces deux situations est que certains sujets sur lesquels il est difficile de se mettre d'accord, par exemple la flexibilité proposée par l'Union européenne, par le Royaume-Uni, l'année dernière, ne vont probablement pas changer. Ils resteront des sujets délicats. Les décisions seront adoptées lors du Conseil agropêche de décembre. Cette fois-ci, l'Union européenne a pour objectif de transposer ou de ratifier l'accord sur les stocks partagés avec les pays tiers également. Voilà donc les échéances à l'horizon. Alors, à quoi devons-nous nous attendre? Quels sont les résultats potentiels des négociations en cours pour l'année 2022? Je dirais, comme je l'ai déjà dit, les parties sont désireuses de trouver un accord sur les limites de capture, car cela représente un intérêt pour chaque partie.
et également le fait que les parties se rencontrent en personne, eh bien, cela va peut-être faciliter le bon fonctionnement des négociations. Il faut également noter qu'au cas où le Royaume-Uni et l'Union européenne n'atteignent pas d'accord, eh bien, ils devront fixer des limites unilatérales sur base de ce qui a été stipulé dans l'ACC, l'accord de commerce et de coopération conclu après le Brexit, mais malheureusement, il est difficile de trouver un accord lorsque les parties décident d'ignorer les recommandations scientifiques lorsque cela les intéresse. Les parties ne veulent pas de fortes réductions des limites de capture, malheureusement, mais point positif, les Royaumes-Unis semblent adopter une approche plus progressive d'un point de vue environnemental. Ils sont prêts à adopter des limites de capture inférieures au maxima fixés par les scientifiques pour certaines espèces de poissons qui sont notamment importantes pour l'alimentation des animaux marins, des oiseaux marins, des mammifères marins. Et c'est un pas dans la bonne direction. Mais je dois tout de même préciser que le Royaume-Uni n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt à réduire les limites de capture de certains stocks. De l'autre côté, l'Union européenne semble aussi vouloir adopter des réductions de limites de capture pour certains stocks surexploités. Donc, il semblerait que pour cette année, tout résidera dans la dynamique que voudront adopter l'Union européenne et le Royaume-Uni. Une approche vers le haut ou vers le bas. Nous verrons bien. Ensuite, les résultats généraux des négociations sur les limites de capture pour 2022 seront les suivants. Il n'y aura pas d'amélioration réellement importante vis-à-vis de la gestion des stocks halieutiques partagés. Beaucoup de ces stocks, malheureusement, dépasseront toujours les limites fixées pour mettre fin à la surpêche d'ici à 2020. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Javier. C'était un excellent petit récapitulatif sur l'aspect politique de cette question qui, bien sûr, est tout aussi importante que l'aspect scientifique. Nous allons maintenant passer à la petite séance questions-réponses. Alors, je vous prie d'imaginer que nous sommes tous ensemble dans la même pièce. Vous pouvez allumer votre caméra si vous voulez poser une question. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser la fonction main levée pour poser une question. Vous pouvez, rappelez-vous que vous pouvez choisir votre langue de préférence. Vous pouvez poser des questions soit en espagnol, en français, en anglais ou en allemand, car l'interprétation est disponible. Donc, d'abord, allumez votre caméra. Je vois que Jennifer a déjà levé la main. C'est super. Jennifer, oui, vous êtes première dans la file d'attente. Merci. Alors, vous m'entendez bien, j'espère? Oui? Vous m'entendez? Parfait. Alors, merci beaucoup pour ces présentations qui étaient très claires et très utiles. Je voulais poser une question sur les revendications européennes qui visent à prétendre que l'Union européenne est plus durable, étant donné que maintenant le Royaume-Uni va pouvoir changer ses lois, notamment en matière de réserves naturelles marines. D'après vous, quelle est votre évaluation par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni présente de réelles perspectives pour sauver la vie marine? Pourriez-vous aussi également nous donner plus de détails sur les autres éléments que vous avez mentionnés? Merci beaucoup, Jennifer. Alors, je voulais juste aussi vous rappeler, parce que j'ai oublié de le préciser, qu'il y a
des militants et des personnes chargées de mission venant de toute une série de pays européens tels que l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal, le Danemark. Donc, si vous avez aussi une question qui concerne un pays en particulier, vous pouvez la poser. Mais je vais maintenant vous laisser, Irène, la possibilité de répondre à Jennifer. Oui, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond. Alors, je suis Irène Kingma, je travaille pour Client Earth. Alors, Dogger Bank est une histoire très compliquée, un point délicat. J'ai l'impression que la proposition du Royaume-Uni est une proposition courageuse, mais je pense aussi que c'est une proposition facile, comme Javier l'a dit. C'est facile de faire ce genre de proposition quand l'impact ne va pas toucher vos propres eaux et vos propres pêcheries. Les Royaumes-Unis est prêt à faire des efforts tant que cela ne porte pas atteinte à ses propres intérêts. On parle également. Le Danemark est impliqué aussi dans cette question, mais par contre, le Royaume-Uni ne veut pas faire de progrès en ce qui concerne le KBO quand sont impliquées les eaux territoriales écossaises. Personne ne veut perdre, tout le monde veut prétendre au titre de vainqueur, mais c'est une question très intéressante parce que c'est une question qui rassemble nos intérêts, bien sûr. Oui, merci Irène. Je pense que Javier voudrait également commenter sur ce point. Oui, merci beaucoup pour cette question, Jennifer. Je suis d'accord avec ce qu'Irène a dit. Par rapport à ce que vous avez demandé, je pense que le Royaume-Uni est assez opportuniste ici. Comme Irène l'a dit, nous savons que le Royaume-Uni n'a pas vraiment intérêt à réduire les limites de capture et il ne veut pas non plus réduire les limites de la Dogger Bank. Néanmoins, cette proposition est la bienvenue. Le Royaume-Uni est prêt à interdire les chalutiers de fond, la pêche de fond dans cette zone, et c'est une bonne chose. De nombreux écosystèmes vont en bénéficier. Mais de manière assez égoïste, nous avons essayé de faire en sorte que, suite à cela, l'Union européenne, elle aussi, prenne des actions pour faire des progrès. Je suis heureux de voir que le Royaume-Uni prend position à ce sujet, mais je voudrais aussi voir une approche adoptée pour d'autres cas, d'autres situations. Oui, alors je voulais juste vous demander quelques petites clarifications. Irène, vous avez parlé du cabillaud à l'ouest de l'Écosse. Vous pensez que le Royaume-Uni cherche encore à fixer des TAC qui sont inférieurs aux recommandations scientifiques ou supérieures aux recommandations scientifiques? Quels sont les enjeux ici par rapport à cette question? Alors, après le briefing de la Commission, nous avons compris que le Royaume-Uni cherche à obtenir de nombreux changements pour le cabillaud de l'ouest de l'Écosse. Ce sont les informations que nous avons maintenant. Alors, le lançon ne concerne pas la zone dont nous parlons ici, la Dogger Bank. On le retrouve principalement dans la mer du Nord, mais il est pêché par les pêcheries danoises, notamment en tant qu'espèce fourragère. Merci. Alors, Jennifer, est-ce que ça répond à votre question? Ou est-ce que vous voulez poser une question de suivi? Voilà, pardonnez-moi, j'ai dû couper mon micro parce que mon aspirateur s'était activé. Mais la question ici est que le lançon est un poisson essentiel pour les oiseaux marins, notamment. De nombreuses espèces d'oiseaux marins dépendent de cette espèce pour survivre en hiver, etc. Et les stocks de l'encens sont également impactés par le changement climatique.
et n'est pas pris en considération dans les modèles pour la pêche. Donc, c'est un réel problème et le Royaume-Uni dit que ces stocks ne font pas partie de leurs eaux, mais en fait, si, et ils peuvent même avoir la possibilité de restreindre l'accès à ces stocks. Et l'Union européenne dit que le lançon devrait être stipulé dans les accords de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni. On constate que le stock se trouve dans une aire marine protégée dans les eaux du Royaume-Uni. Et donc, cela donne lieu à une dynamique intéressante. On voit également comment cela peut changer aussi notre rôle en tant qu'ONG, le rôle le rôle que nous pouvons jouer. Nous devons réévaluer notre position à ce sujet. Actuellement, ces stocks ne sont pas en bon état, on va dire, mais ils sont très importants. Merci. Merci. Merci, Irénée. Jennifer, je ne sais pas si vous aviez une question de suivi, sinon on passe à Raph. Bonjour à toutes et à tous. Alors sur l'UE et le Royaume-Uni, je suis un peu perdu. En effet, on ne peut pas évaluer d'incidence sur les captures, mais d'autre part, on peut voir qu'ils peuvent ignorer les conseils scientifiques. Donc, après cette première semaine de négociation, je voulais obtenir certaines orientations. Où place-t-on la ligne? Y aura-t-il une course à l'abîme pour les stocks de poissons? Que va-t-il advenir? Qu'en pensez-vous là-dessus? Merci. Alors, merci beaucoup. Qui voudrait répondre à cette observation? Je crois que Javier y a fait référence avec les commentaires que nous avons reçus d'ici, avec les parties en négociation. Ils ne vont pas utiliser les conseils scientifiques comme limite supérieure dure. Jenny, est-ce que vous voudriez préciser? Alors, m'entend-on? Très bien, merci. Alors, souvenez-vous ce que j'ai dit dans ma présentation. Il est difficile de dire précisément quelle partie définit ceci ou cela, parce que ce n'est pas très transparent. Il est difficile de suivre ce qui advient. Parfois, on entend dire que telle ou telle partie fait un commentaire sur l'autre partie. L'UE dit ceci sur le Royaume-Uni, et donc on peut ajouter, combiner les pièces du puzzle. Nous n'avons pas vraiment de commentaires détaillés sur les lignes d'atterrissage possibles. Ici, tout est en discussion pour les quotas de cette année, et donc il est probable que cela aille dans la même direction que par le passé, moins certaines pommes de discorde qui seront peut-être reportées à l'année prochaine, tant que cela n'est pas directement lié aux limites de pêche. Donc ce n'est peut-être pas de la continuité habituelle, comme pour le lançon, comme ce qu'on en a dit, et avec les prises accessoires qui devraient être à zéro. Personne ne veut clore les pêcheries parce que personne ne veut avoir un impact négatif sur les questions socio-économiques. Donc ce sont des questions récurrentes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas réglées. Voilà pourquoi tous les ans on y est confronté. Autre point pour Client Earth. Nous allons bientôt publier un rapport. Ce rapport se penche sur les progrès réalisés au fil des ans sur la définition des limites de pêche, qui ressemblait au processus du Conseil de décembre. Maintenant, il y a aussi les stocks UE, uniquement les stocks partagés UE Royaume-Uni. Donc nous aurons peut-être un point de départ auquel on pourra se comparer. On verra si le Royaume-Uni suit une voie plus vertueuse ou non, si cela sera la même chose. On pourra comparer, on pourra voir de manière comparative, numérique, ce qui s'est passé après le Brexit et vous informer des différentes évolutions. Alors il y aura un nouveau cycle de négociations cette semaine, un autre encore la semaine prochaine, et puis comme Javier l'a dit, on pourra conclure au plus tard 10 décembre
on l'espère, et j'espère qu'à ce moment-là, nous pourrons rester en contact et voir si certaines évolutions ont été enregistrées. Mais bien entendu, personne ne veut révéler sa main. Si vous avez des informations, n'hésitez, ou plutôt, l'interprète se reprend. Les parties peuvent partager certaines positions de l'autre partie, mais n'en disent pas trop long. Bien entendu, même si elles se félicitent d'avoir le soutien d'ONG, elles ne fournissent pas des informations directement. Alors, une question supplémentaire, on parle de ce 10 décembre, et puis quelques jours plus tard, il y aura la session uniquement pour l'Union européenne. Donc, ce 10 décembre, est-ce que c'est une date butoir dure? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà? Et s'il n'y a pas d'accord à ce moment-là, que se passe-t-il? Oui, Jenny? Je voyais que Javier voulait répondre, mais allons-y. Donc, une double date butoir. Première date butoir, 10 décembre. Et puis, il y a une solution de secours le 30 décembre. Donc, dans l'accord, dans le 20 décembre. Donc, il faut trouver un accord au 10 décembre sur les limites de pêche. Si un accord n'est pas conclu, il faut se rassembler le plus rapidement possible, y parvenir. Et puis, la prochaine échéance est le 20 décembre. Il y a également des solutions par défaut qui disent que si d'ici au 20 décembre, aucun accord n'est trouvé, il y a une solution de repli. Il y a des complications, bien entendu, mais il faudra suivre les recommandations scientifiques. On fixera alors des TAC unilatéraux provisionnels conformément aux données scientifiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire données scientifiques? Il y a bien entendu plusieurs scénarios, donc tout n'est pas fixé. Mais ce n'est pas la pire solution par défaut, disons, pour les défenseurs de l'environnement. Il y a peut-être des seuils qui sont peut-être pires que d'autres, parce que de manière générale, ils pourront décider d'aller au-dessus de certaines limites fixées, pas en dessous. Voilà. Merci beaucoup, Jenny. Javier, est-ce que vous vouliez ajouter l'un ou l'autre élément? Non. Très bien. Merci. Pour moi, c'est bon. Dans l'accord de coopération, il est indiqué que les parties peuvent fixer des quotas unilatéraux en l'absence d'accord sur les limites de pêche au terme de l'ACC. Donc, ils peuvent avoir recours également au conseil scientifique. 3 exceptions pour les stocks plurispécifiques et pour les stocks que les parties considèrent requérir un traitement spécial. Donc, les TAC ne s'appliquent pas de manière il y aura une situation différente pour les TAC basée sur les conseils scientifiques. Donc, s'il n'y a pas de solution, il faudra suivre les conseils scientifiques. Mais une question de suivi, alors est-ce que le CIEM est la norme en matière de données scientifiques, ou est-ce que le Royaume-Uni a une propre référence? Oui, c'est le CIEM, en effet. Ça a été évoqué dans certaines dispositions d'ailleurs. Les pays européens et le Royaume-Uni disposent de leurs instituts nationaux qui traitent les données, et bien entendu, à un moment ou à un autre, un organe mentionnera ses propres données et dira que les conseils sont un peu bizarres, les recommandations sont un peu bizarres. Donc voilà, il y aura de temps en temps un peu de discussion, mais de manière générale, cela fait l'objet d'un examen par les pairs et c'est accepté au niveau international comme source de référence. Alors Javier a parlé des stocks spéciaux et la situation est un peu floue pour le moment, ou vague. Vous avez peut-être entendu que le Brexit aurait dû mettre, après le Brexit, un conseil spécial sur les pêches aurait dû être mis en place. Ça aurait été une enceinte de discussion, pas uniquement liée à la gestion des limites de capture, mais aussi à la gestion de la pêche. Ça aurait dû être mis en place d'ici à l'été passé, en fait. Ça n'a pas été fait. Et l'une de ces tâches était de définir ce qu'étaient les stocks spéciaux, quels stocks relèvent de cette exemption. Quelles orientations, lignes directrices doivent être utilisées. Donc nous sommes dans le vague pour le moment et je pense qu'il est très clair que tout le monde veut parvenir à un accord parce que personne ne veut goûter à la science de repli en l'absence d'accord. Donc voilà, il faut suivre la situation de près. Merci beaucoup, Jenny.
Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, à allumer votre caméra. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé du plan pluriannuel de la Méditerranée. Il fera l'objet de discussions cependant à l'occasion du Conseil Agri-Pêche du mois de décembre. L'Espagne, l'Italie veulent sa mise en œuvre, même si ne veulent pas plutôt de sa mise en œuvre, même si la situation des stocks de poissons est catastrophique. Plus ou moins 83% des stocks de poissons sont victimes de surpêche. Cette question fera l'objet de discussions à l'occasion du Conseil Agri-Pêche et dans les recommandations scientifiques, des réductions des efforts de pêche sont nécessaires. Il faudra une réduction considérable. Il y aura un débat sans doute sérieux lors du Conseil. Donc si vous couvrez en tant que journaliste cette question, n'hésitez pas à poser cette question. Je vois qu'Agnès a levé la main. Est-ce que c'est une question que vous couvrez, Agnès? Est-ce que vous voulez soulever cette question? Oui, Agnès Lissic, responsable politique Océana, bureau de Bruxelles. Je voulais attirer votre attention sur la Méditerranée. Le régime est différent. Il y a des limites de capture qui sont fixées annuellement pour l'Atlantique. En Méditerranée, cela n'existe pas. Il n'y a pas de limite de capture. Il n'y a qu'un certain régime qui implique que l'activité de pêche est contrôlée par le temps, pas la quantité de pêche. Il y a un plan à l'ouest de la Méditerranée, pour l'ouest de la Méditerranée, appliqué depuis 2 ans maintenant. Les États membres de l'Union européenne en sont convenus, mais le problème c'est que la France, l'Italie et l'Espagne ne souhaitent pas suivre son plan, ne veulent pas le mettre en œuvre, car il implique une réduction annuelle de l'effort de pêche, 10% plus ou moins, décidé par recommandation scientifique et puis proposé par la Commission. Par conséquent, la réticence des pays méditerranéens de l'Union européenne regimbe à suivre l'application de la législation qu'ils ont adoptée au Conseil. Tout cela aura un impact sur les TAC et les quotas de l'Atlantique parce que, comme vous le savez, il faut un peu du donnant-donnant. Je vous rendrai la faveur en Méditerranée. Et je pense que tout cela a déjà retardé le processus de négociation et contamine les négociations dans l'Atlantique qui sont déjà bien compliquées. Il est important également de suivre le jeu de la France. Comme vous le savez, la France va assurer la présidence européenne du Conseil européen en janvier. Donc il serait quand même fort que la France n'applique pas le droit européen, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup, Agnès. Alors, je suis très heureuse de répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, nous avons une question de Patricia qui parle des stocks particulièrement sensibles et qui devraient être surveillés pendant les négociations. Valeska, je pense que vous avez couvert le cabillaud et je crois bien entendu que le cabillaud est très sensible dans toutes les régions et qu'il faut le surveiller, bien entendu. Est-ce que vous vouliez préciser votre pensée? Oui, bien entendu. Alors, tout dépend de la région, bien entendu. Mais si nous restons dans la zone, il y a d'autres stocks, les cabillauds, bien entendu. Certains stocks ont des recommandations à 0 capture. C'est le cas pour le merlan de la mer d'Irlande ou le hareng à l'ouest de l'Irlande qui ne s'en tire pas vraiment très bien non plus. Donc recommandation 0 TAC. Pour l'Allemagne, par exemple, on se concentre tout particulièrement en 3 pour le hareng de la mer du Nord, car il y a également un problème avec le frayage de ces poissons au printemps.
la situation est mauvaise et tous les efforts de pêche ont été arrêtés. Et ces poissons vont en mer du Nord et se mélangent avec le hareng de mer du Nord. Et donc, nous suivons de très près les TAC et nous espérons que nous pourrons parvenir à une fermeture pour protéger le stock de la Baltique qui est plus faible. C'est un stock que nous suivons. Et pour les eaux occidentales, pour l'Espagne, le Portugal, les stocks sont différents et peut-être que Cecilia a peut-être des informations complémentaires parce que ce n'est pas ma zone de spécialisation. Merci beaucoup, Felicia. Oui, Cecilia, allez-y. Alors, je suis Cecilia del Castillo. Je suis responsable de campagne pour Ecologistas en Acción. Je pense que certaines espèces telles que le merlu, sont très importants pour l'Espagne et le Portugal. Mais il y a également des problèmes, il y a beaucoup de problèmes quant à la collecte de données pour ces populations halieutiques. Donc, les recommandations scientifiques demandent une réduction des TAC de 18%, mais le gouvernement espagnol actuellement insiste pour que les recommandations scientifiques ne soient pas suivies et demande des TAC plus élevés. Donc, c'est une espèce très importante que nous devons suivre de près. Nous devons exercer une pression sur le gouvernement espagnol, mais je pense que nous devons faire de même également pour le gouvernement français et portugais. Je ne suis pas sûre, par contre, que la situation de la sardine soit pertinente ici. Peut-être que Sina aura plus de détails à ce sujet. Mais moi, je voulais surtout vous donner des importances, vous faire comprendre l'importance des stocks de merlu. Merci beaucoup, Cecilia. Oui, en ce qui concerne la sardine, eh bien, c'est un sujet délicat, oui. C'est un stock extrêmement délicat et la population de sardines a été surexploitée et donc très vulnérable. Cependant, on ne parle pas des sardines lorsqu'on parle des TAC pour l'Atlantique du Nord-Est. On peut en parler, bien sûr, lors des conseils portant sur les TAC de l'Atlantique du Nord-Est, mais la sardine est couverte par un processus de gestion des pêcheries bien spécifique. Alors malheureusement, nous n'avons pas notre experte de Siena, qui est notre experte sur la sardine, mais bien sûr, si vous avez des questions à ce sujet, nous pouvons vous mettre en relation avec les personnes expertes à ce sujet. Alors nous avons maintenant atteint l'heure qui nous était allouée. Si vous n'avez plus de questions, nous allons clore maintenant notre réunion. Nous allons rendre public les enregistrements de notre conversation. Nous avons également partagé dans le chat de la réunion les présentations données par nos orateurs et nous les posterons, nous les rendrons publiques également sur notre site. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que vous poserez de très bonnes questions au ministère de la Pêche et au ministre de la Pêche et à la Commission, que vous leur rappellerez leurs engagements et leurs promesses au niveau du Royaume-Uni et de l'UE. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous poser davantage de questions. Merci beaucoup et passez une bonne fin de journée. Les interprètes vous remercient et vous souhaitent une belle fin de journée également.